Bonjour et bienvenue sur la plateforme de notre capsule informatique Découverte alimentaire. Aujourd'hui, nous allons vous présenter plus en profondeur le tofu. Alors, le tofu est un aliment de plus en plus populaire et il possède plusieurs bienfaits sur le plan cardiovasculaire, l'hypertension artérielle et plus encore. De plus, c'est un élément riche en protéines. Aussi, le tofu a été créé il y a plus de 2000 ans et c'est d'origine chinoise. La principale molécule dans le tofu se nomme la génistéine, qui est un type d'isoflavone qu'on retrouve dans les produits à base de soya. Aujourd'hui, j'ai avec moi une équipe de professionnels qui sont présents pour vous parler plus en profondeur des aspects chimiques, biologiques et physiologiques du tofu. Commençons maintenant avec l'aspect chimique. Maintenant, parlons de l'aspect chimique de la molécule de génistéine. Pour sa formule moléculaire, la génistéine contient 15 carbones, 10 hydrogènes et 5 oxygènes. Pour son nom scientifique, on en a trouvé deux. La première est 4,5,7-trihydroxyisoflavone ou la deuxième 5,7-3,4-hydroxyphénylchromène 4-on. Voici à quoi ressemble la molécule de la génistéine. Maintenant, si on va au niveau de sa structure, tous les carbones de cette molécule sont hybridés sp2, tandis que tous les oxygènes sont hybridés sp3, sauf à l'exception d'un oxygène relié par un lien double qui lui est hybridé sp2. La génistéine, comme d'autres isoflavones, ne contiennent pas de carbone asymétrique dans sa structure chimique. Dans le cas de la génistéine, tous les carbones sont liés à des groupes qui ne créent pas de chiralité. Cela signifie donc que la structure de la génistéine est achirale. Afin de savoir si la génistéine est polaire, il est important de prendre conscience des différents groupes fonctionnels présents dans cette molécule. En premier lieu, on a deux alcools, une cétone, un phénol, et puis une structure chronémique. Pour les groupes hydroxyles, OH-, ces derniers sont fortement polarisés car l'oxygène est beaucoup plus électronégatif que l'hydrogène, ce qui crée des moments dipolaires significatifs. Dans la structure chronémique, il y a une liaison double d'un oxygène sur un carbone, ce qui signifie aussi un signe de polarité. Alors, il est possible de dire que la molécule est polaire. Cependant, elle se solubilise seulement dans des solvants organiques non polaires et elle est très peu solubilisée dans l'eau. Dans la génistéine, il n'y a pas de liaison carbone-carbone double qui sont libres, permettant des configurations cis ou trans. Car les liaisons impliquées dans la structure de la génistéine sont soit simples ou font partie du noyau aromatique rigide de la génistéine. Merci beaucoup, Emmanuel. Alors maintenant, nous allons voir nos spécialistes pour l'aspect biologique. Bonjour tout le monde, tout d'abord merci de nous avoir invités. Je me présente, je suis la docteure Wafan Mioub, je suis docteur en biologie et aujourd'hui je suis accompagnée de ma collègue Sherifa Mioub dans le but de vous partager nos connaissances sur notre projet de recherche qui concerne le tofu. Donc vous allez faire partie de notre discussion du jour. Bonjour, merci de nous avoir invités, je suis vraiment heureuse d'être ici. Donc, comme la fameuse phrase nous le dit, le tofu, c'est la magie des plantes dans chaque bouchée, n'est-ce pas? Ah ben oui, bien évidemment. Alors, Sherifa, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des isoflavones, nous expliquer c'est quoi le lien avec le tofu? Oui, bien sûr. Donc, les isoflavones, ça va être des composés phytochimiques de la famille flavonoïdes. Donc, on va les retrouver principalement dans le soya. Il faut savoir que le tofu, c'est le dérivé du soya. Ça va être une excellente source de d'isoflavones. Donc, il va agir comme phytoœstrogène non stéroïdien. Il va avoir une structure chimique très similaire à l'ostradiol, qui est une hormone sexuelle féminine. Donc puisqu'ils ont la même configuration moléculaire, ils vont se lier aux récepteurs des oestrogènes dans le corps humain et ils vont avoir des effets oestrogéniques dans l'organisme.
Ils vont, comme par exemple, réguler le développement sexuel chez la femme, ils vont augmenter la lipoprotéine HDL et ils vont diminuer la pression sanguine. Alors, Wafa, j'ai entendu dire que les isoflavones, ils vont avoir un effet sur l'équilibre hormonal. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ça? Oui, bien sûr. Alors en fait, ce que ça aura comme effet, c'est que ça va avoir une réduction des symptômes de la ménopause, ça régule aussi le cycle menstruel et ça maintient même la densité minérale osseuse, spécialement chez les femmes ménopausées. Puis tout ça, ça a un lien avec le fait que les isoflavones ont une structure semblable à l'estradiol. Puis l'estradiol, justement, il agit sur tous ces aspects-là. Sharifa, est-ce que tu peux nous parler du mécanisme biologique des isoflavones quant à leur capacité d'agir comme des phytoestrogènes après avoir été métabolisés? Oui, bien sûr. Donc, il va y avoir une ingestion des glucoses d'isoflavones qui vont être métabolisés par l'enzyme intestinale et hépatique et ça va leur libérer leur forme active. Ensuite, il va y avoir la digestion dans les tractus gastro-intestinal. Ensuite, ça va être absorbé et métabolisé par des cellules d'intestin grêle qui vont entrer dans la circulation sanguine pour être transportées dans divers tissus et organes. Et finalement, ça va être lié aux récepteurs comme les récepteurs d'oestrogènes. Pour ce qui est du mécanisme, les isoflavones, ils vont d'abord être libérés du sucre et ensuite ils vont être hydrolysés pour se transformer à leur forme active, comme par exemple la génistine qui va se transformer en génistéine, ou la dédine qui va se transformer en dédéine, ou la glycitine qui va être transformée en glycitéine. Alors, Wafa, est-ce que tu pourrais nous parler du second mécanisme des isoflavones quant à l'inhibition des enzymes? Oui, tout à fait. Alors, en fait, le stress oxydatif et l'acétaldéhyde, eux, ils vont endommager la barrière intestinale parce qu'ils vont provoquer une phosphorylation excessive de tyrosine. Puis ça va faire en sorte que ça altère la fonction de la barrière intestinale. Donc là, ce qui arrive, c'est que les CSRC kinéases, ils seront activés par le stress oxydatif et l'acétaldéhyde. Puis ça va aggraver encore plus la situation. Ensuite de ça, il y a les PTPS, donc ce sont des protéines tyrosine phosphatase qui sont inhibées. Puis étant donné qu'elles sont inhibées, ça va contribuer à la phosphorylisation excessive encore plus de la tyrosine. Mais là, quand il y a de la génistéine, ça va faire en sorte que ça inhibe la protéine tyrosine, ce qui va remettre à l'équilibre la barrière intestinale. Merci beaucoup, Wafa et Sherifa. Alors, il nous reste un aspect à voir et c'est l'aspect physiologique du tofu. Bonjour, donc ici Élodie Champagne. Moi, je vais vous parler plus en profondeur des bienfaits physiques et mentaux de la génistéine. Donc, en premier lieu, je vais vous parler des possibles bienfaits de la génistéine sur le cancer du sein. Puis, en deuxième et dernier lieu, je vais vous parler d'une étude qui prouverait peut-être l'effet antidépresseur de la molécule. Donc, commençons. Donc, pour le cancer du sein, il est important de souligner la similitude dans la structure de la génistéine lorsqu'on la compare à l'estradiol, qui est un hormone qu'on a tous dans le corps. Puis cette similitude-là, elle permettrait à la génistéine de se lier au récepteur estrogénique. Puis ça, ce que ça ferait, c'est que ça permettrait la régulation de la prolifération des cellules mammaires épithéliales. Donc, en gros, ça aurait un effet chimiopréventif sur les cellules mammaires épithéliales. De plus, la génistéine, elle aurait un potentiel antinéoplasique. En fait, pas la génistéine, un de ses produits de désintégration, la tétrahydroxyisoflavone, plus précisément. Puis ça, cette molécule-là, elle aurait un potentiel antinéoplasique. Ça veut dire qu'elle serait capable de jouer sur le mécanisme moléculaire qui est impliqué dans le cancer. En gros, elle serait capable de bloquer une partie du cycle cellulaire des cellules mammaires cancéreuses. Donc ça voudrait dire qu'elle est cytotoxique pour les cellules cancéreuses, mais elle ne le serait pas pour les cellules normales, donc elle ne tuerait pas des cellules non problématiques. Par contre, la génistéine, elle n'a pas une super bonne biodisponibilité oralement, donc faudrait
la combiner avec un autre molécule, la 5-azate-2-désoxycitidine. Puis lorsqu'on combinerait ces deux molécules-là, ben c'est ça. Ça serait la génistéine aurait un possible effet chimiopréventif puis un potentiel antinéoplasique. Donc maintenant, passons au possible effet antidépresseur. En fait, il y a eu une étude qui a été faite sur des rats. Dans le fond, ils ont été mis dans des situations de stress intense, puis on leur a donné des suppléments de génistéine pendant 40 jours. Puis on a observé les effets de cette prise de molécules-là. Puis après les 40 jours, ils ont vu que la génistéine a été capable de diminuer le taux de cortisol sérique. Puis ça, ce qui se passe en fait, quand on est en stress intense, le taux de cortisol sérique, habituellement, il augmente. Puis ça l'altère notre comportement, puis ça peut mener à des comportements dépressifs, même voire une dépression. Alors là, ça a été prouvé que la génistéine a diminué ce taux de cortisol sérique chez les rats. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'il y aurait peut-être un effet antidépresseur pour la génistéine. Donc voilà. Merci beaucoup à tous. Alors, faisons un petit résumé de ce que nous avons vu aujourd'hui. Alors, nous avons vu la structure moléculaire de la génistéine et nous savons maintenant que celle-ci est polaire et soluble dans des solvants organiques seulement. Aussi, nous avons vu que la génistéine régularise le cycle menstruel et aide à la ménopause. 2 mécanismes pour les isoflavones ont été présentés. Pour finir, nous avons vu que la génistéine avait des bienfaits pour le cancer du sein et pouvait aussi agir comme antidépresseur. Malgré tous les bienfaits du tofu présentés aujourd'hui, plusieurs recherches sont toujours en cours afin de démystifier les méfaits que peut avoir la surconsommation de tofu sur la fertilité de certaines femmes. Alors, merci beaucoup d'avoir écouté notre capsule informatique Découverte alimentaire et on se retrouve pour un prochain épisode sur un nouvel aliment.